à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je suis avec Isa Waslati, praticienne du couple, auxiliaire de puériculture. Elle a également un DU en art et médiation thérapeutique. Bonjour Isa. Bonjour. Donc, on a eu l'occasion de se rencontrer toutes les deux lors d'un module de formation autour du couple. Exactement. Et je voulais aujourd'hui qu'on puisse échanger avec toi autour notamment de ton mémoire qui traite autour du couple, de la parentalité également. Est-ce que tu peux peut-être te présenter, Isa? Oui. Alors, du coup, je m'appelle Isa Waslati, donc je suis auxiliaire, de puériculture depuis maintenant 12 ans, donc dans le secteur de la petite enfance. J'ai, passé un DU en art et médiation thérapeutique pour proposer, en fait, aux personnes, qui rencontrent des difficultés à parler, à un psy, à un médecin ou autre, un autre moyen, en gros, d'expression. Voilà, donc ça passe par là. Donc, moi, c'est la photo et le dessin et la poterie également. Voilà. Et du coup, j'ai fait une formation donc, en tant que praticienne pour devenir praticienne du couple. Tu n'es pas tout près parce que tu es de région parisienne Et oui, oui, oui. et tu Région es parisienne. et un Donc, libéral, c'est ce que tu m'expliquais. Donc, tu proposes du soutien périnatal et en parentalité, également du exactement. coup des séances de praticienne de couple. Et toi, ton Oui, libéral, si je me trompe pas, il est sur Fontainebleau, dans le exactement. 77. 17. Eh oui. Exactement. Alors, c'est vrai que ce mémoire qui a été écrit, que j'ai eu le plaisir de lire, traite d'un sujet que j'apprécie beaucoup. Puisque c'est vrai qu'en libéral, je reçois aussi de nombreux couples, hein. Je reçois aussi des femmes et des hommes autour de l'accompagnement de la périnatalité. Et c'est vrai que rien que le titre de ton mémoire, blessure, couple et parentalité, déjà me met l'eau à la bouche, rien qu'à la lecture du titre. Est-ce que tu peux me parler, Lisa, des grands sujets de ce mémoire? Oui. Au début, je voulais traiter principalement, la période périnatale et parentale, en fait, peut provoquer, en tout cas dans les problématiques de couple. Des choses qu'on entend, en tout cas, de plus en plus en ce moment, donc la fatigue, les problèmes autour de la sexualité, le congé, qui n'est pas le même, pour la mère et pour le père, la place de la mère, la place du père, la perception qu'on peut avoir aussi également, de la parentalité, de ce qu'on pourrait être en tant que ce qu'on devient, ce qu'on serait plutôt en tant que parent, la vision voilà, qu'on voudrait. Et en fait, au fur et à mesure donc, de faire des entretiens, donc pour ce mémoire, je me suis entretenue avec, dans mes souvenirs, 6-7 couples, donc avec qui j'ai fait des entretiens. Et en fait, à chaque fois, quelque chose ressortait en dehors donc des problématiques générales de base dont on entend beaucoup parler. Cette chose, en fait, comment dire, c'est les blessures en fait que le compagnon ou la conjointe ont pu vivre enfin, dans leur enfance. C'est surtout lié à des blessures d'enfance hein, essentiellement ou des blessures qui ont pu être vécues à l'âge adulte en amont de l'arrivée de l'enfant. Alors là, c'est des blessures que, pour le coup, qui ont été liées vraiment, durant l'enfance et qui sont ressorties, en fait, qui ont été un peu, hem, heu, intériorisées Oui. et qui, au moment, du devenir parent, en fait, ont commencé petit à petit à ressurgir. Il y a un peu cette histoire on a vécu telle enfance et on ne souhaite absolument pas reproduire, ce schéma, familial. Donc on va essayer de tout faire pour ne pas reproduire le schéma familial, que nous on a vécu durant l'enfance. Et du coup, à force d'être un peu dans cette optique de ne pas vouloir enfin de vouloir absolument, faire tout le contraire et bien et les personnes
parfois, en fait, se dirigent justement, se réorientent justement vers un schéma familial, vers ce schéma familial qu'ils ont vécu eux. Et puis, il faut pas oublier que c'est toujours deux personnes, deux individus qui font couple et qui ont Exactement, le désir ou un projet de créer une famille, d'avoir un enfant. Donc, c'est vrai que c'est quand même exact. deux individus avec leurs propres blessures, Et comme oui, tu dis, oui. qui ont été peut-être effectivement intériorisées ou déniées. Où là, le devenir parent Oui, permet de pouvoir se remobiliser et peut-être réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie, moi, quel parent j'ai envie de devenir. Et ça, c'est vrai que c'est des grandes questions qu'on peut voir apparaître en thérapie de couple, mais c'est souvent, c'est dans l'après, nous, qu'on les voit, en fait. C'est pas dans l'avant. oui. Non, non, C'est non, non. c'est après. Dans la C'est vrai que dans toute la conception, finalement, j'ai l'impression, dans le désir d'enfant, c'est plus dans des thérapies individuelles où on a, moi je reçois oui, des femmes dans des projets de maternité ou des femmes enceintes autour de la périnatalité, mais souvent je les vois seules. Moi, je vois peu de, je vois peu de oui, futurs, pas ensemble. futurs parents. Mais c'est vrai que nous, on les reçoit, enfin, j'ai l'impression, plutôt dans l'après-coup. Et c'est vrai que dans ton mémoire, tu parlais aussi notamment du baby clash, qui est très à la mode en ce moment. On en entend beaucoup parler. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu, Isa? Alors là, moi j'ai enfin du coup, j'ai parlé du baby clash, alors pas en lien, pas du tout en lien avec le livre qui est sorti, Oui. parce que j'ai le livre est sorti au moment où on a rendu, nos mé enfin où c'était un peu la fin de nos mémoires, en tout cas et du coup, en fait, c'est toute cette période où, bah, forcément un enfant, un nouveau-né, en fait, ça engendre, beaucoup de bonheur, mais également beaucoup de difficultés, de problématiques. Et comme on l'a dit, en fait, le sommeil, l'éducation, la sexualité et plein d'autres problématiques. Je pourrais bah, la vision maternelle, la place du père. Et en fait, toutes ces choses-là, et surtout en fait la fatigue, parce qu'on s'en rend pas compte, les parents, enfin, et nous en tant que personne, on s'en rend pas compte tout de suite, mais la fatigue, en fait, déjà un nouveau-né, bah, forcément, ça n'a pas un sommeil régulier tout de suite. Enfin, c'est très fluctuant. Et en fait, le fait la fatigue déjà va engendrer du stress, va engendrer bah, des nerfs à vif, on va être beaucoup plus susceptible, on va être moins patient, etc. Et en fait, dans le couple, toutes ces choses-là, en gros, dans mon mémoire, en fait, ce que pour moi, le baby clash, c'est ce combo en fait de tout ça, en fait, engendre bah, ce baby clash. Et ce baby clash, en fait, engendre bah, de plus en plus de séparation. C'est dans les chiffres, c'est quand même assez impressionnant, Ah, hein, mais c'est incroyable. Enfin, surtout c'est surtout qu'on entend le baby clash, on entend souvent que c'est pour le premier enfant, mais non, c'est surtout c'est dans les non, 3 ans du dernier enfant. On se rend compte que il y a sur la région parisienne, parisienne, on a 50% de séparation et un peu moins en province. Mais ça pose quand même question. la question. Comment se réajuster en tant qu'individu pour devenir parent avec, comme tu disais, cette fatigue et ce bouleversement de devenir parent? Parce que tant qu'on l'a pas vécu, Ah, on peut je pas. pense qu'on ne peut pas s'imaginer ce que ça peut provoquer. Parce qu'il y a des enfants, effectivement, moi, en cabinet, j'entends des parents désespérés. Les enfants ne dorment pas pendant 3, 4 ans, 5 ans. Et effectivement, la fatigue, c'est quand même au niveau des émotions. La fatigue, c'est C'est vraiment un beaucoup. biais hyper important. Et comment Oui, accompagner effectivement ces couples dans le devenir parent et dans la vision, dans les projections de l'autre. Comment doit être l'autre oui, parent? Qu'est-ce qu'il devrait faire? C'est vrai que de nos jours, on a quand même la chance d'avoir une multitude exactement. de familles. Il y a aussi
des séparations qui se passent avec aussi un taux de familles monoparentales finalement qui augmente de manière forte aussi dans notre société Et oui, très, actuelle. très fort. Et puis, dans le baby clash, pardon, en fait, moi, je prends aussi en compte, en fait, les réseaux. Parce que j'ai rencontré dans les couples que j'ai pu rencontrer, ils disaient: «Mais moi, je comprends pas, enfin, nous, nos parents, enfin, la plupart de nos parents sont encore ensemble ou ils sont séparés longtemps après, ils ont pas eu toutes ces difficultés que nous, on a eues». Et en fait, en approfondissant, enfin les différents sujets, en fait, je me suis rendu compte que les réseaux sociaux, l'accès à des informations, parce que les parents, en fait, ils ont accès à des livres, à l'éducation bienveillante. Tu laisses pleurer ton enfant, tu es un mauvais parent, c'est pas bon. Tu laisses pas pleurer ton enfant, c'est pas bon. Tu fais la DME, c'est pas bon. Tu fais pas la DME, c'est pas bon non plus. Enfin, du coup, en fait, c'est des choses par lesquelles on a accès via les réseaux sociaux. Il y a un côté positif parce que du coup, ça peut permettre à certains couples en fait de moins culpabiliser, d'avoir accès à un peu plus d'infos, avoir des conseils, tester différentes façons pour gérer au mieux l'éducation, en tout cas de l'enfant. Mais du coup, en fait, moi, j'ai plus l'impression que du coup, en fait, ça crée des parents énormément stressés qui veulent absolument bien faire pour le bien-être de l'enfant, pour le bien-être, entre parenthèses, de la famille. Et en fait, ils vont essayer énormément de choses, mais du coup, en fait, à s'oublier et du coup, à fatiguer, parce que c'est une fatigue physique de tester toutes ces choses-là, d'avoir accès à toutes ces informations-là. C'est le cerveau qui travaille non-stop, donc c'est de la fatigue physique, c'est de la fatigue psychique. Et en fait, bah, ça monte, ça monte, ça monte. Et pour moi, en tout cas, les réseaux et l'information, en tout cas, qu'on divulgue et qu'on donne accès, en fait, aux personnes, aux couples et aux familles, en fait, joue aussi un rôle dans cette question de baby clash. Complètement. Parce que c'est vrai que comme tu dis, nos parents, nos arrière-grands-parents, ils se posaient peut-être pas autant de ces questions-là. Après, il y avait aussi beaucoup de transmission, peut-être aussi, hein. Il y avait de transmission de devenir parent. Faut pas oublier qu'il y a un dicton qui dit, hein, que pour faire famille, il faut une tribu. Et Ah c'est oui, assez récent sociétalement qu'on élève nos enfants en fait hors comment le sait. des grands-parents, des arrière-grands-parents. C'est assez Mm. récent aussi dans notre société de vivre chacun chez soi, des fois très loin géographiquement. Faut pas oublier que souvent il y avait l'enfant, nouveau parent et autour il y avait très très proche ou même dans la même maison, hein, Ah les, ouais? les grands-parents, voire les arrière-grands-parents, tout le monde Ouais. vivait ensemble. Donc forcément qu'il y avait certainement des choses à prendre et à laisser, hein. Ça, Ah comme mais dans oui, tout, oui. c'est jamais binaire. Mais c'est quand même assez nouveau dans notre société de devoir élever des enfants en dehors forcément du cercle familial proche, même géographique. Donc c'est un sujet qui, je pense, qui intéresse de nombreux jeunes parents. Tu dois voir ça, toi, dans ton milieu Et bah, depuis petit. ouais, bah, en fait, je le vois alors donc ça fait, ouais 12 ans, que j'exerce, j'ai fait, donc la crèche municipale, crèche privée et là, je suis en crèche parentale. Donc du coup, en crèche parentale, en fait, on travaille un peu en collaboration avec les parents. Ils font des permanences à la crèche, donc 4 heures dans la journée. Donc ils sont quand même, assez présents et en fait, il y a aujourd'hui alors, un peu moins, cette année, mais les 3 4 dernières années, en fait, on s'est retrouvés face à des parents, du coup, qui suivaient énormément, donc des professionnels sur les réseaux sociaux, qui parlaient justement de sommeil, allaitement, pas allaitement et cetera et qui ont lu, un peu ce fameux livre sur, justement, l'éducation bienveillante. Sauf qu'en fait, il y a ce qui est écrit dans le livre et comment en fait les personnes, donc les parents, vont interpréter aussi ce qu'il y a réellement décrit, enfin ce qu'il y a écrit dans le livre. Et en fait, ça a créé des parents qui ne, enfin ça a créé.
On a eu beaucoup de parents, du coup, qui étaient contre le non, qui se faisaient taper par leur enfant, qui avaient du mal à mettre la limite et à trouver un peu ce juste milieu de là, si je mets une limite, parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer est dangereux pour ta sécurité, donc je mets une limite. Oui, Donc, soit il y en a trop, soit il n'y en a pas assez. Et on après, n'a une pas fois assez. qu'on est rentré dans l'engrenage de plus savoir mettre de limites, de pas savoir comment faire, finalement, à part la mise en danger extrême, où là, il y a une réaction finalement. Sinon, les limites étaient difficiles à mettre. Alors qu'un enfant en construction, on est bien d'accord, a besoin du cadre, même si c'est pas évident en Ah tant bah que oui, oui. parent. Ouais, il a Forcément. besoin du cadre. Et en fait, c'est que là, tu vois, quand tu parles de danger extrême, tu vois, pour les familles qu'on a pu avoir, les dangers extrêmes, c'était exemple, je vais traverser sur le passage piéton, pas forcément sans que tu me donnes la main, mais toi, tu es resté posé, enfin, tu as attendu que le bonhomme soit rouge, et bah, moi, avec ma trottinette, je suis partie euh, dans la Plus rue vite. d'en face. Mm. Ça, c'est une limite extrême. Exemple, essayer de sauter du haut du toboggan Dans un jusqu'au parc. sol, Ouais. ce n'est pas une limite extrême. Et du coup, en fait, on s'est retrouvés confrontés à des parents, en fait, qui, à un moment donné, en fait, étaient extrêmement fatigués, des parents à bout, sans comprendre pourquoi, sans comprendre comment, des parents qui culpabilisaient encore plus, et des parents, en fait, qui n'entendaient pas forcément le discours des professionnels. Ce genre d'éducation, en tout cas, a été vu un peu partout dans différentes structures. Et en fait, ça a eu un impact sur les enfants, ça a eu un impact sur les enfants, ça a eu un impact sur les professionnels. Ces parents-là, malheureusement, n'avaient pas forcément d'accompagnement à côté, en fait, en fait, avaient du mal parce que c'est alors, désolé, hein, mais parce que c'est une psy qui avait écrit ce livre-là, parce que c'est des vrais professionnels, ça va être des médecins, etc., pour les parents, qui parlent de tout ça. En fait, leur avis est beaucoup plus important que des professionnels diplômés en crèche qui vivent un peu ce genre de choses tout le Au temps, tous quotidien. les ans, voilà, qui affrontent ces problématiques en fait depuis longtemps. Et c'est pas parce qu'on affronte ces problématiques qu'on se remet pas aussi en question et qu'on se remet pas à la page, etc. Mais du coup, en fait, c'était très difficile d'essayer de faire entendre en tout cas certaines choses auprès des parents parce que justement, il y a eu cet accès en fait à tout ce panel d'informations sur les neurosciences, etc., qui en fait nous ont en fait on crée un fossé entre les professionnels et les parents. C'est vrai que Et l'éducation, on peut voir qu'effectivement, ouais, ça peut poser de nombreuses questions entre les parents et les professionnels. Alors, entre parents, l'éducation, c'est vraiment un sujet brûlant souvent, hein, parce que qu'est-ce qui est renvoyé? C'est sa propre éducation. Moi, j'ai été éduquée comme ça. Il y a eu depuis peu la loi contre les violences faites aux enfants, hein, et on peut entendre souvent, moi je l'entends souvent en consultation, non mais c'est bon, une fessée, ça n'a jamais fait de mal à personne. Moi, j'en ai pris plein. Mais il y a une difficulté à remettre en question aussi, parce que si on remet en question sa propre éducation, on remet aussi en question ses parents, et c'est souvent difficile de exactement. pouvoir s'affronter, même en tant qu'adulte, à dire, mais en fait, peut-être que ça, c'était peut-être pas ajusté, moi non plus quand j'étais enfant, mais c'est difficile, hein, de remettre ça Ah à mais plat. oui. Et là, il y a deux modèles éducatifs, hein, il y a vraiment deux parents qui ont des fois sont Ah, complètement éduqués de manière différente, hein. Et comment on s'ajuste, et comment on comprend, on essaie de comprendre l'autre et sa manière d'éduquer l'enfant. Moi, c'est ce que je peux voir un petit peu souvent en séance, hein. C'est-à-dire que des incompréhensions finalement. Comment oui, oui. on va faire? C'est-à-dire que moi, j'ai été éduquée comme ça, toi, tu as été éduquée comme ça. Mais comment on va faire pour trouver Oui, il faut mélanger finalement un mélange, comme tu un dis combo. exactement, combo, Mais oui, où le un curseur, combo. on le met où? Après, souvent, quand on entend thérapie de couple, on a l'impression que nos patients, c'est des couples qui vont très très mal, qui sont au bord de la rupture. Mais en fait, c'est pas vrai. En fait, moi, c'est important qu'on puisse le dire aussi, je pense, aujourd'hui. C'est aussi, Exact. qu'est-ce que la thérapie de couple? C'est également un espace d'échange, un espace avec Ouais. un tiers, donc un thérapeute,
un espace bienveillant, neutre, où on peut échanger et le thérapeute est là pour un tiercé et pour donner la parole et pour avoir un regard nouveau finalement. Les séances servent à ça, pour avoir un nouveau regard autour du couple. Et moi, comme je pense que les jeunes parents ou les futurs parents, je pense que ça serait intéressant dans le parcours idéal tu sais, des accompagnements maternité, etc. Je Oui, pense que la rencontre avec un thérapeute de couple, je pense que ça serait très, très intéressant en amont de la naissance. finalement, exactement. Du coup, moi, j'ai un projet et en fait, là, je suis en train de le présenter à différentes, maternités et du coup, donc c'est en tant que sur un poste de praticienne, du couple, mais du coup avec un soutien, périnatal et parental où du coup, il y a une proposition donc de suivi de 4 séances où il y en a 2 pendant la période, périnatale. Donc pour pouvoir échanger, justement, aborder ces sujets de la vision de la mère, la vision du père, l'éducation, nanana, etc. Et 2 séances postpartum, du coup, un mois de l'enfant, pour voir comment voilà, ça se passe jusque-là, et un aux 3 mois, parce que 3 mois, en général, bah, c'est la fin du congé, il faut reprendre le boulot, il y a les premières séparations, l'adaptation, etc. Et du coup, en fait, je me suis dit que proposer ce, 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 ces temps-là, en fait, dès la maternité, justement, à leur donner accès au couple à ces temps d'échange où ils peuvent se lâcher, justement échanger, discuter, poser des questions, s'informer, pouvoir se dire ce qui va pas, sans jugement, et comme tu dis, en fait, avoir leur espace à eux. Pour pouvoir extérioriser un peu ce qui est positif comme négatif. En fait, c'est aussi leur donner accès à plus tard, peut-être une facilité à se dire, attends, là, on rencontre une problématique. Tu te souviens quand on a fait ça en mater, ça nous a fait vachement du bien quand même. Bah écoute, ça te dirait pas qu'on... Là, on a du mal à parler parce qu'il y a bébé dans les pattes. Enfin, on n'arrive pas à trouver un moment tranquille tous les deux. Est-ce qu'on ne se ferait pas une séance avec un praticien du couple ou un psy qui reçoit les couples pour un peu discuter de tout ça et avoir un avis tierce, comme tu dis, complètement neutre, extérieur à notre couple, qui n'est pas la famille, etc. Et je me dis peut-être que ça permettrait en fait de leur donner, enfin, déjà une vision de ce qu'est la thérapie de couple. Comme tu disais, en fait, c'est pas parce que ça va pas qu'on veut se séparer, comment on fait, non, non, etc. Et oui, et leur donner en tout cas accès à ces temps qui pour moi sont primordiales en tout cas. Et dès les débuts, c'est vachement important. C'est vrai que ce projet, il est super, super chouette, hein. Et je pense qu'en amont, comme tu dis, hein, en amont, il y a l'amont, l'après. Après, je pense qu'autour de la parentalité, on parle beaucoup de choses médicales, hein, dans l'après même. C'est très codifié médical, il va se passer ci, il va se passer ça. Il faut faire la rééducation. Il y a beaucoup de choses qui sont dites et que les parents savent en fait finalement facilement. Mais c'est vrai qu'autour du côté psychique, Ouais. finalement de la dépression du postpartum, la Oui. différence entre la dépression du postpartum et le baby blues. Par contre, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de coparents finalement qui soient bien au courant de ce qui se passe au Non, niveau de la chute hormonale, etc. et de comment accompagner l'autre dans ces moments qui sont des fois pas faciles, hein, mais oui, en non. lien avec l'arrivée de bébé, mais aussi, là on parle beaucoup du premier enfant, mais aussi Mais quand le deuxième, deuxième. voilà, enfin, tu vois, j'ai beaucoup de familles là qui ont justement leur deuxième enfant. Et du coup, il y a un couple qui m'a dit, ah bah, c'est bon, le premier, enfin, c'était super compliqué. Là, on est rodé, etc. Du coup, on va pouvoir un peu souffler pour le deuxième. Bon, ça va être dur parce que il va falloir que le premier accepte le deuxième, nan, nan, etc. Mais en fait, ça va au-delà de tout ça. C'est comme on a vu en formation, en fait, le couple, c'est deux. Quand on devient une famille, il faut qu'on réapprenne, en fait, on se recrée une bulle à trois. Quand du coup, on réapprend à vivre à trois.
Heu, quand il y en a quand il y a un deuxième enfant qui arrive, bah, en fait, on passe de 3 à 4. Passer de 3 à 4, c'est pas rien. C'est aussi beaucoup de changements. C'est aussi, bah, si le premier il fait pas encore ses nuits et que le deuxième ne fait pas ses nuits non plus, du coup, enfin, en fait, il y a beaucoup de ça aussi. Comme tu dis, où bah, le deuxième, que ce soit un deuxième, un troisième, en fait, il y a toujours une difficulté quelque part. Peut-être qu'il y a des choses où oui, certes, on va être rodé et on aura un peu plus de facilité à faire, où on aura un peu plus lâché de pression sur certaines choses. Mais du coup, il y a quand même cette difficulté de se dire, bah, de 3, on passe à 4, de 4, on passe à 5, de 5, on passe à 6. Il y a une question financière, il y a une question d'espace, il y a une question de... Enfin, voilà. Moi, je pense qu'il y a toujours des remaniements avec l'arrivée forcément d'un nouvel aide dans la famille. Et quand j'entends souvent des parents me dire, mais c'est bon, ça roule, hein. Maintenant, on en a déjà eu un, effectivement, comme tu dis, hein, bah, tout va bien. Et puis finalement, quand je les revois arriver avec le deuxième, avec l'arrivée du C'est deuxième, des horrible. fois, il y a d'autres difficultés. Mais bon, je me dis qu'heureusement, parce que pas tout se sait à l'avance, parce que je pense qu'il y aurait plein d'êtres qui ne seraient pas là sur cette terre. Mais oui, oui. Les prises de rendez-vous se font comment, Isa? Alors, via mon numéro de téléphone ou par mail. Je transmettrai tout ça dans le lien du podcast. Et je sais qu'il y a un site internet qui va Site être internet, aussi oui, en route prochainement. également, Donc, je également. mettrai Bah, il tout y a les ça. contacts et D'accord. il y a aussi, ce que, du coup, je propose. Donc, le suivi en tant que praticienne du couple et en soutien, périnatal et parental. D'accord. Donc, tout sera indiqué sur ton site et je laisserai Exactement. tout le monde aller le visiter. Je te souhaite bonne Oui. continuation, Isa. Merci à toi également et encore merci pour l'invitation. Merci à toi et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à la prochaine. Bye bye.